Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez été comédienne, productrice et chanteuse, mais ce sont aussi et surtout les livres qui vous ont permis d'avoir voix au chapitre. Dans le 23e, vous révélez une histoire d'amour de vos 18 ans avec pudeur et surtout comme si c'était hier et toujours. Bonjour Nathalie Reims. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai qu'il y a ce livre qui sort au long des jours, un roman, qui n'est pas un roman, puisque vous racontez une histoire d'amour avec quelqu'un de très connu, on va en parler tout à l'heure. Ça c'est clair, c'est une surprise, parce que peu de gens étaient au courant. Personne en fait, je crois, à part vous et lui. Ouais. Et de très proches. Et surtout, on va revenir sur votre parcours. Vous étiez venu au tout début des Clés d'une vie, donc j'ai trouvé d'autres choses pour évoquer votre parcours, qui est un parcours très particulier. Alors, le 28 août 1977, c'est votre première télé avec votre sœur Bettina dans L'homme en question, en vacances, aux côtés de votre père Maurice Reims. Vous en souvenez de cette émission ? Oh oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens, c'était un moment un peu compliqué pour nous parce que on était, je sais pas, on était toujours impressionnés un peu par notre père. Oui. On n'était pas habitués à tout ça et puis il y avait même des images de mon frère, il y avait des images de toute la famille et on s'en souvient parce qu'en fait c'est un ami, je crois, il me semble que je ne sais plus qui m'a renvoyé ces images de Lina il y a pas longtemps et j'avais 13 ans sur ces images. Voilà, L'homme en question, c'était une émission en fait qui était un portrait pendant 1 heure de quelqu'un. Et c'est que moi j'ai interviewé votre père plusieurs fois, il était assez impressionnant, Maurice Reims. C'était un des premiers grands commissaires-priseurs. Oui, c'était le plus grand commissaire-priseur. Enfin, il a un peu donné vraiment ses lettres de noblesse à ce métier. Et il a fait vraiment, c'est devenu vraiment le grand maître du marché de l'art, puisqu'il a vendu, figurez-vous, les pommes de Cézanne, en fait. Oui. C'est le premier grand record du monde de l'art, et à l'époque, c'était 2 armateurs qui s'étaient battus dans la salle, Goulindris et Gulbenkian. Et la somme était astronomique. Aujourd'hui, évidemment, c'est une somme dérisoire, mais à l'époque, c'était le premier record du monde pour un tableau. C'est, je crois, 104 millions de francs à l'époque. Exactement. Alors, quand il fait cette émission, il a été élu à l'Académie française. Oui. Ça, c'est quand même une consécration. Il disait qu'il avait horreur de vieillir. Ah oui, ça, il avait horreur de vieillir parce qu'il avait un rapport aux femmes et un rapport à la séduction qui était extrêmement prenant, on va dire. Il avait un rapport aux objets et aux femmes. Alors, et je ne dis pas du tout que c'est la même chose, bien évidemment. Bien sûr, surtout pas. Faire d'amalgame, surtout pas. Mais je pense que pour lui, la séduction était quelque chose d'essentiel et qu'avec l'âge, en fait, il avait très peur de perdre cette séduction et ce pouvoir qu'il avait sur les femmes. Mais à 90 ans, il allait encore à pied à l'Académie le jeudi, donc ça allait. Et puis, il y avait 2 lignes de téléphone chez vous pour justement que chacun ait sa vie. En fait, c'est-à-dire que je me suis retrouvée seule avec lui, ce qui a été assez merveilleux. C'est ce qu'on a pu se rapprocher, parce que mon père était pratiquement jamais là. Et puis ma mère est partie un jour, elle est tombée amoureuse folle d'un artiste, entre grands guillemets, et puis elle est partie vraiment un peu du jour au lendemain. Moi, j'avais 15 ans. Peine 16 ans. Ensuite, mon frère Louis, qui avait 4 ans de plus que moi, est devenu avocat. Ma sœur Bettina était aux États-Unis. Elle commençait son métier de photographe. Et puis à ce moment-là, on s'est retrouvés en tête-à-tête dans un grand appartement où chacun était à un bout. Moi, je travaillais déjà, je faisais du théâtre, j'étais au conservatoire de la rue Blanche à l'époque. Et lui menait sa vie et surtout, on avait décidé de se foutre la paix mutuellement. Bon, il y avait un téléphone dans son bureau, il se précipitait chaque fois dessus, parce qu'on est très loin des portables. Il y avait un téléphone dans la cuisine, voilà, c'est tout. Et effectivement, c'est dur à vivre, Nathalie Reims, de grandir comme ça. Il faut vraiment avoir son indépendance et avoir une force d'âme totale. Bon, moi, je trouvais ça bien. D'abord parce qu'il m'avait permis, si je réussissais le concours de la rue Blanche, d'arrêter mes études. J'étais en terminale, donc j'ai fait vraiment une formation qui était mon rêve. J'ai travaillé, j'ai joué. Puis j'ai été très, très vite, très indépendante. Et surtout, il m'a fichu une paix royale. Ce qui est, pour l'époque, et même dans un milieu comme celui-là, absolument un miracle. C'est-à-dire que j'avais l'impression que tout le monde menait sa vie et que personne ne s'intéressait au fond vraiment à ce que je faisais. Et j'en ai bien profité.
Alors, le théâtre, Nathalie Reims, bon, c'était pas vraiment dans la famille, c'était même pas bien vu dans la famille. Oh, si. Tout était bien vu dans la famille. Ce qui est merveilleux dans ma famille, enfin, du côté de mon père, parce que de toute façon, il n'avait aucune famille, mon père. Son père était général, il était l'aide de camp du capitaine Dreyfus. Moi, je l'ai connu, il est mort, j'avais 4 ans. J'ai pas connu ma grand-mère paternelle. Puis du côté de ma mère, la famille maternelle, tout le monde se fout la paix. Donc on n'est pas du tout, on vient pas chez des gens qui avaient des plans tout faits pour les uns et les autres. Mon père nous a juste dit, je vous demande une chose, je veux pas des enfants qui foutent rien. Travaillez, réussissez. Il disait toujours, si vous voulez être peintre en bâtiment, boucher, grand artisan, peu importe, mais soyez les meilleurs. Et voilà. Vous aviez aussi un parrain célèbre, et votre passion du théâtre ou du cinéma vient peut-être de là, c'est Yul Brynner. Oui, mais je sais que ça peut paraître étonnant, mais en fait, Yul Brynner a été marié depuis des années à la meilleure amie de jeunesse de ma mère qui s'appelait Jacqueline Thion de la Chaume. Et en fait, il avait épousé Jacqueline, et c'est comme ça qu'à ma naissance, il est devenu mon parrain, et j'ai eu cette chance extraordinaire. Comme ma famille maternelle a une maison en Normandie, lui aussi il l'avait. Donc de pouvoir être beaucoup avec lui et de passer beaucoup de vacances avec lui, ce qui était un privilège, c'était un homme merveilleux. Un grand acteur. Et il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que un jour, il dit j'en ai assez dans les restaurants. Il avait un restaurant. Il faut que les clients soient plus nombreux. Il faut qu'il y ait un turnover. Et c'était le Hard Rock Café. Et il a eu l'idée de mettre de la musique très fort dans le restaurant. C'est la première fois que ça se faisait. Et c'est comme ça qu'est né le Hard Rock Café à New York. Incroyable, je ne savais pas. Et qu'il a inventé la restauration rapide. Vous voyez, je ne savais pas. Alors, justement, vos études, vous les abandonnez très vite parce que vous entrez d'abord au cours de Jean Périmoni, vous avez 15 ans. J'ai 15 ans, je rentre au cours de Jean Périmoni, ce qui va donner lieu à un roman il y a quelques années, sorti il y a quelques années, qui aurait sûrement plus de difficultés aujourd'hui qu'il n'en a eu. On pourrait tourner autour de ce roman, mais on ne va pas le faire parce que ce n'est pas le sujet, qui s'appelait Place Colette. En fait, qui est une sorte de pré au long des jours, en fait. C'est vraiment la période avant. Et donc, je suis chez Jean Périmoni, et c'est là où vraiment je découvre ma passion pour le théâtre, qui est liée à la passion pour un homme aussi, ce qui arrive souvent en même temps. Et c'est comme ça que petit à petit, je vais très très vite, en fait, avec une dérogation, à l'âge de pas 17 ans, en fait, rentrer à la rue Blanche, puisqu'il fallait être majeur, je ne l'étais pas. Et j'ai la chance de rentrer dans les premières et de pouvoir choisir mon professeur, qui était Michel Favory, à l'époque, qui est devenu sociétaire aujourd'hui de la Comédie Française. Oui, et puis surtout, vous avez joué avant, je crois que c'est Marcel Tassancourt qui m'avait repéré chez Périmoni. Au Théâtre Montpensier de Versailles. Ouais. Elle savait reconnaître les talents. Oui, écoutez, je ne sais pas, c'est gentil, mais en tout cas, elle me repère, j'ai 16 ans. Je vais intégrer la troupe à l'époque, qui est dirigée par elle et Thierry Monnier. Je vais avoir la chance de jouer beaucoup de rôles classiques, dont une histoire incroyable, dont Tartuffe était Roger Hanin. On est parti en tournée, j'en parle un peu dans le livre, c'est des anecdotes absolument incroyables. Et puis ensuite, de jouer le médecin malgré lui, le malade imaginaire, enfin vraiment de me former déjà à 15 ans. Voilà. Il se trouve que Marcel Tassancourt a aussi repéré Francis Perrin, qui a été son successeur ensuite à Versailles. C'est vrai. Et Roger Hanin, je crois, le temps de la tournée, Nathalie Reims, ça a été votre tuteur. Il était mon tuteur puisque j'étais mineure. Et donc je n'avais absolument, j'avais pas le droit, en fait, légalement d'être indépendante. Donc c'est lui qui était censé veiller sur moi. Et c'était très frustrant parce qu'à la fin de chaque représentation, il me ramenait à l'hôtel et il m'accompagnait jusqu'à ma chambre et il me disait, comme si j'avais 12 ans, enfin moi je considérais ça comme ça, tu te couches maintenant et tu éteins la lumière, ce qui était assez mignon, mais bon, voilà, il était en effet mon tuteur. Et vos débuts au théâtre, ensuite à Paris, c'est au Théâtre de la Ville, avec une comédienne dont vous allez entendre la voix. Je n'ignore pas que les détours de votre itinéraire sont une sorte de labyrinthe fort éloigné. Maria Cazares, grande comédienne, actrice mythique des Enfants du Paradis, qui a été une actrice aussi au Festival d'Avignon. Elle a joué Lady Macbeth, elle a joué des grands rôles. Il y a d'ailleurs, elle a légué sa maison. Il y a une maison aujourd'hui, maison des illustres, Maria Cazares, sur les bords de la Charente. Oui, alors là, c'est une rencontre extraordinaire. Je rentre déjà à la rue Blanche à ce moment-là. Je sais qu'il y a une audition qui est organisée au Théâtre de la Ville, que c'est sur une mise en scène de Georges Lavelli, d'une pièce de Rezvani qui s'appelle L'amante polaire, qui est sur la grande Catherine de Russie. Et il cherche Catherine enfant jusqu'à l'adolescence, puisque elle, malgré son âge, mais qui est d'une jeunesse et d'une fraîcheur encore merveilleuse,
en fait, reprend le rôle à partir on va dire, de la fin de l'adolescence. Et c'est comme ça une passation entre moi et elle. Et puis, je tente l'audition, quoi, dans ce théâtre de la ville, qui est incroyable, sans vraiment m'en rendre compte. Parce que tout ça, pendant très longtemps, même aujourd'hui, je suis pas tout à fait sûre de me rendre compte toujours de ce qui m'arrive. Mais enfin, bon, je suis choisie. Et en 2 secondes, en plus. Enfin, oui, enfin, tout de suite. Il y a des filles qui passent devant moi. Et puis, bon, je monte sur scène, on me donne un texte. Je le lis, on me demande de dire un poème, ce que je fais. Et puis, Georges Lavelli, j'entends une voix qui dit « on arrête tout ». On la prend et c'est comme ça que démarre l'aventure vraiment avec elle et avec lequel j'ai pu vraiment nouer des liens merveilleux et puis toute cette troupe d'acteurs extraordinaires qu'il y avait à l'époque. Et je crois que Maria Cazares, Nathalie Reims vous a offert une bague en disant ne la perds jamais. C'est vrai. Une onyx noire qu'elle m'a mise sur ma coiffeuse le soir de la première. C'est l'émotion qu'on a quand on rentre au théâtre, on est toute jeune, quand on se retrouve au théâtre de la ville avec des actrices de... On se rend pas compte. On se rend pas compte. Non, c'est aujourd'hui, c'est en réécrivant justement sur cette période. Et je crois que c'est mieux de pas se rendre compte. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on garde... Mais c'est toujours ce que je cherche à garder dans l'écriture, c'est-à-dire une fraîcheur et en fait presque une inconscience. Si on réfléchit trop, les choses deviennent lourdes et on est moins soi-même, on est moins naturel, moins spontané. Alors ça, c'était le début au théâtre. Il y a eu d'autres choses et il y a une date importante aussi dans votre vie. C'est le 9 juin 1983. À tout de suite sur Sud Radio avec Nathalie Reims. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nathalie Reims. Nous parlerons tout à l'heure de Au long des jours aux éditions Léo Cher. Un roman sans être un roman, mais ça, j'en réserve la surprise à celles et ceux qui nous écoutent, et ils sont de plus en plus nombreux. Et je reviens à une date qui est le 9 juin 1983, l'Académie des Neufs, votre première télé de chanteuse. Oh. Ça tourne à l'envers, c'est le pseudonyme d'Alix. Alors oui, parce que c'est l'époque, en fait, c'est ma rencontre avec Frédéric Botton. Alors là, on passe déjà, on est bien après Au long des jours. Et puis donc Frédéric Botton, qui est un compositeur merveilleux, un auteur merveilleux, qui a écrit La Grande Zoa pour Régine, Les Pingouins pour Juliette Gréco. Franchement, on a fait ça pour s'amuser, mais bon, ça m'a amusé. J'aimais écrire des textes déjà à cette époque, et je vais écrire en fait véritablement très très peu de chansons parce que voilà, les circonstances font que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais j'ai écrit une chanson que j'aime beaucoup, qui est chantée par Charlotte Gainsbourg dans un film de Claude Berry qui s'appelle L'un part, l'autre reste. Voilà. Mais vraiment, là, la période chanson, c'était vraiment pour nous amuser. Oui, mais il y a quand même 8 chansons que vous avez enregistrées. Oui, je sais. Mais en même temps, c'est gai, mais bon. Et c'était une époque où la gaieté était totale. Non, mais c'est ça, c'est que c'était gai, et puis c'était la rencontre avec Frédéric. Et Frédéric Botton, c'était lui qui avait fait toutes les revues de l'Alcazar, du Paradis Latin. C'est la grande période de Jean-Marie Rivière. Enfin, c'est un Paris dont on ne se souvient plus aujourd'hui, tellement il était gai, tellement la vie était plus légère. Et voilà, c'était un Paris festif. C'était pas un Paris mort de tristesse comme aujourd'hui, quoi. Voilà, exactement. Et justement, j'ai eu la chance de connaître aussi Frédéric Botton, de le voir régulièrement. Et il y a une de ses chansons qui résume finalement ce qu'il est. Mais pas besoin de chapeau melon pour bien danser le black botton. Le black botton, il faut quand même le faire. Ouais. Ah oui, ça faisait partie d'une revue, justement. Je ne sais plus si c'était à l'Alcazar ou au Paradis Latin. Oui, c'était Frédéric Botton. Il faut en parler un petit peu parce qu'on l'a oublié. Oui. C'était un musicien extraordinaire, un auteur extraordinaire, oui, qui était une sorte de dandy de son époque. Complètement. C'était un dandy, un personnage absolument sublime, avec lequel j'ai partagé beaucoup d'années dans ma vie, qui était un être complètement exceptionnel. Une sorte de, je dirais, si quelqu'un lui ressemblait aujourd'hui, ce serait peut-être Philippe Catherine, le plus proche. Comme ça, mais un vrai dandysme, c'est-à-dire pas jouer. Et en même temps, c'est par lui que j'ai très bien connu Sagan, que j'ai eu la chance de connaître Juliette Gréco, que j'ai eu la chance de connaître énormément de gens merveilleux pour lesquels il a écrit. Et puis aussi, là, c'était c'était le grand
Paris, la grande époque de la grande chanson française. Oui, car effectivement, il écrivait des chansons, c'était le monde de la nuit. On est quand même très loin du monde de Rezvani et de Maria Casares. Mais vous avez connu l'Alcazar, le paradis latin. J'ai tout connu, et c'est pareil. Enfin, vous imaginez mon père un jour... Enfin, je crois que je lui ai tout fait, mais on s'aimait énormément. Bon, un jour, je lui ai dit, écoute, je vais partir vivre avec Frédéric. C'était pas... Enfin, voilà, j'ai toujours pris des sentiers qui étaient la façon dont j'avais envie, justement, de tracer les chemins de ma vie. J'aurais pu être totalement programmée et prédestinée à la famille que j'avais d'un côté comme de l'autre, qui était des familles un peu lourdes, on va dire, même si je les adore. Mais j'ai pris mes sentiers à moi. Oui, et en même temps, ce paradis latin, cet Alcazar que Frédéric Breton a fréquenté, où d'ailleurs j'étais aussi tous les soirs pour les chroniques parisiennes, c'est vraiment des endroits de fête comme on ne peut plus l'imaginer. C'est-à-dire que tout était possible. Tout était possible. Ça me fait penser aussi au merveilleux Gérald Nanty, que tout le monde a oublié, qui avait un endroit qui s'appelait le Matisse, où défilait absolument tout ce que le Paris pouvait avoir d'artistes, de gens merveilleux. C'était vraiment... Enfin, on peut vraiment parler d'insouciance. Et le paradis latin et l'Alcazar, c'était merveilleux, parce que c'était des endroits qui étaient accessibles à tout le monde. Et c'était vraiment la vraie fête. C'est-à-dire, voilà, sans penser... rien n'était politisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est politisé. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'était une période qui était libre. En fait, c'était une période... pour les artistes aussi, beaucoup plus libre. Voilà. Moi, je me souviens du paradis latin qui avait existé par hasard. En fait, Jean Kriegel, qui était un promoteur immobilier, avait acheté un immeuble et par hasard, il découvre les fondations créées par Eiffel. Créées par Eiffel, qui vont devenir... Il va être un grand mécène, parce que c'était courageux de faire ça. Ouais. Et Jean-Marie Rivière dirige tout ça et appelle toujours Frédéric Breton pour des chansons. C'est un couple. Parce qu'il sait que Frédéric a cette folie furieuse de savoir non seulement créer des tableaux, mais il faudrait que les auditeurs redécouvrent ces chansons, parce que c'est vraiment des pépites, c'est des merveilles. Ce sont de vraies chansons françaises avec des mélodies de toujours qui seraient dignes de Broadway. Paroles et musique. Oui, dignes de Broadway. Ah, vraiment? Vraiment. Et moi, je me souviens du paradis latin. Un jour, il y a un jeune qui vient auditionner. Rivière le prend tout de suite. C'est Majax qui l'avait amené. C'était Arturo Brachetti. Oui, il a démarré là, Arturo. Voilà. Vous voyez le spectacle, vous étiez là J'étais là beaucoup quand même, parce que j'étais là beaucoup. C'était encore une période où je n'étais pas devenue comme... depuis très très longtemps, un espèce d'ours absolument planqué dans sa taverne qui ne sort jamais le soir, sauf si c'est pour travailler. Et j'étais très très jeune, j'avais 19 ans, 20 ans. Voilà, et puis petit à petit, je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus sauvage, beaucoup plus coupé du monde. Et puis l'écriture, quand j'ai rencontré l'écriture, je me suis dit, c'est ça vraiment ma vie, parce que je ne peux voir que les gens que j'aime. J'aime rencontrer des gens quand je sors des livres. Et le reste du temps, j'aime bien être chez moi. Dans votre tanière. Oui. Et la chanson française, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, outre Frédéric Breton. Il y a une chanson que vous connaissez par cœur, je crois. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. L'orage de Brassens. C'est Dieu pour moi. Pourquoi? Je sais pas. C'est Dieu. C'est un personnage extraordinaire. Je sais pas, c'est tout. Brassens, c'est tout. C'est le génie des textes. L'homme, sa personnalité, sa vie, quand on lit sa vie, quand on connaît sa vie, sa simplicité, sa vérité, son génie, on peut dire aussi vraiment son génie, et puis cette façon tellement dépouillée d'écrire l'essentiel des choses qui traverseront toujours le temps, et en plus je le trouvais très beau. Donc oui, vraiment, c'est vraiment une idole pour moi. Et la romancière que vous êtes, Nathalie Reims, ne peut qu'admirer des textes qui mettaient des mois à trousser. Il se levait à 5h du matin, il mettait du coton sur le téléphone pour qu'on ne le dérange pas et que ça sonne pas, et il écrivait jusqu'à 13h, 10-15 versions. Mais parce qu'en fait, il est temps qu'on comprenne que la chanson française, en tout cas, ces chansons-là, c'est un art majeur, en fait. On ne se rend pas compte à quel point il est difficile, dans un texte très concis, qui fait généralement 3 minutes 20, de raconter une histoire. C'est-à-dire, c'est aussi fort qu'un poème de La Fontaine quand c'est réussi.
à mon avis, plus difficile d'écrire des chansons que des romans, quand les chansons sont bien, attention. Et vous avez écouté aussi bien Trenet que Barbara, que Piaf, dont vous Beaucoup admirez... Nougaro. Beaucoup Nougaro, dont vous admiriez l'écriture. Ah oui, évidemment, mais l'écriture, j'admire l'écriture de tous ces gens-là. Alors Nougaro, ce qu'il y a là en plus, et j'ai eu la chance de le connaître très bien, parce que j'ai vécu un moment dans ma vie avec un ingénieur du son qui était producteur, qui s'appelle Mick Lanaro, Oui. et qui a produit pour Nougaro le fameux Nouga York, l'album Oui. avec Philippe Setz. Donc j'ai eu la chance de connaître Claude et Hélène, qui est une femme merveilleuse. Et donc de découvrir en plus non seulement que c'était un artiste absolument immense, mais un homme merveilleux. Et écoutez ça, je veux dire, je crois que quand il chante Toulouse, je sais pas, j'ai dû le voir 7 ou 8 fois en scène, dont 6 fois à l'Olympia. Vous savez, c'était une affiche rouge et noire. Oui. Et à l'Olympia, moi je me souviens d'un premier Olympia, il avait une grande écharpe, c'est le premier à mettre une écharpe sur scène, Ouais. et il a importé la bossa nova en France. Mais la façon dont il faisait swinguer les mots, swinguer les textes, sa voix, son émotion, c'est des monuments, ces gens-là. Et je crois que l'un de vos souvenirs d'enfance, c'est un Tépaz, où vous écoutiez les vinyles pendant des Ma jours. sœur m'avait offert un Tépaz pour mon anniversaire. Oui. Et j'allais tout le temps à Lido Musique où je pouvais, dès que j'avais un peu de sous, et puis j'achetais des vinyles de tous les gens que j'aimais. Mais ça pouvait être aussi des choses beaucoup plus obscures dont plus personne ne se souvient, comme Lini Scudero, Georges Chelon. Enfin, aujourd'hui, vous dites ça, les gens. Vous, oui, Jacques, ça vous dit quelque chose. Mais les gens aujourd'hui, je crois que ils ont quand même une mémoire. Ces très grands chanteurs-là, oui, sans doute, on s'en souvient. Mais bon, ça part vite. Hein. Vous savez, le problème, c'est que la mémoire file vite. C'est ça le Oui, truc. mais Georges Chelon, je l'ai reçu dans les Clés d'une vie, et on a eu beaucoup de vues sur notre chaîne YouTube, Ben parce voilà. qu'il a un fan club qui le suit à longueur d'année. Ben voilà. Ben voyez, donc, c'était une immense période pour la chanson française. Et une immense période aussi pour d'autres choses. On l'évoque à travers une autre date, le 22 février 2008. À tout de suite sur Sud Radio avec Nathalie Reims. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nathalie Reims, on a parlé de la comédienne, de la chanteuse, de l'amoureuse de la chanson française, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec le roman qui n'est pas un roman au long des jours aux éditions Léo Cher, qui est notre actualité. Mais je reviens au 22 février 2008, un soir important, la nuit des Césars, avec un film qui, à la surprise générale, gagne 4 récompenses. La graine et le mulet. Et ça, vous êtes dans la salle, vous applaudissez Claude Berry qui monte sur scène Oui. pour recevoir avec Abdelatif Kechiche. C'est un film sur lequel on a travaillé pendant des années. Ah, c'était un grand moment. Et puis bon, ça avait été très compliqué mais enfin, bon, les rapports entre Kechiche et nous étaient merveilleux. Je sais qu'il peut avoir des rapports difficiles avec les gens. Moi, j'en garde que des bons souvenirs de lui, sauf que le film faisait 2h20 au départ. Et que Claude a bataillé chaque minute pour essayer de lui faire couper son film. Et vraiment, ça a été... tout explosait, le budget explosait, tout. Enfin, parce qu'il est difficile à driver. Enfin, voilà, c'est un génie. Mais bon, il faut avoir le sang-froid parce que il tourne, ça dure, les montages, ça dure des semaines et tout. Et puis enfin, bon, il a eu tous les Césars. Claude Berry fait partie de votre vie aussi très longtemps, Nathalie Reims. Et pour moi, on l'appelle le dernier d'Avas, c'est le plus grand producteur de ces décennies. Oui, c'est vrai. C'est le grand producteur, c'est fini. C'est comme la chanson. Il y a des bons producteurs aujourd'hui. Hein. Il y a des types comme Attal. Il y a quelques grands producteurs, mais lui, c'était autre chose. Voilà, c'est la chose en plus. C'est juste un peu de génie en plus. C'est-à-dire l'instinct. Et quand vous avez Jean-Jacques Hano qui rentre dans son bureau pour lui raconter en 10 phrases son projet sur l'ours, et qu'à ce moment-là, Claude dit on y va. Voilà, c'était ça. L'ours, d'ailleurs, il a failli être tué, Jean-Jacques Hano, pendant le tournage, oui. avec un ours qui lui a sauté dessus. Il lui a sauté dessus. Bah oui, ça peut être dangereux, les ours. Alors, il se trouve que Claude Berry, il avait démarré en gagnant un concours, Naissance d'une étoile, et on lui avait donné un rôle dans La vérité de Clouseau avec Brigitte Bardot. Absolument. C'était le point de départ. Mais il a été acteur, hein, et puis il voulait être acteur au départ. Et puis bon, il disait, j'ai pas le physique, etc. Mais c'était son rêve. Mais bon, très vite, il a compris que s'il voulait jouer, d'abord, il fallait qu'il s'écrive des rôles.
Et puis ensuite, bon, il y a eu l'énorme succès du Vieil homme et l'enfant, bien qu'il ait eu un Oscar incroyable pour son premier court-métrage, l'Oscar du court-métrage à Hollywood pour Le Poulet. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire, mais surtout Le Vieil homme et l'enfant avec Michel Simon. Travailler avec Michel Simon, c'était pas simple non plus. Non, il hurlait, pareil, Claude disait toujours, il hurlait et il disait Michel Simon ne dirige pas Michel Simon, ce qui était vrai d'ailleurs, je crois qu'on ne dirigeait pas Michel Simon. Et moi, je me souviens l'interviewant rue Saint-Denis, il habitait juste au-dessus des prostituées parce qu'il adorait ça. Ça, il faudrait une émission entière sur. Enfin, je suppose que vous l'avez déjà faite. Oh non, pas encore, Pas mais encore. ça viendra. Mais surtout, je me Faut la souviens. faire très très tard le soir. Oui, alors. je me souviens de lui disant j'ai pas d'argent, donne-moi 100 francs. Je vais donner 100 francs, ce qui était une somme énorme à l'époque. Et on a découvert à sa mort qu'il avait des coffres remplis de tableaux de maîtres et qu'il était très riche. Alors, j'en reviens aussi à Claude Berry parce que il a été le symbole d'un cinéma français qui a été le grand cinéma français des années 70-80 entre Ciao Pantin, Jean de Florette, Astérix, Bienvenue chez les Ch'tis. C'est les grands succès. Vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de dire de la même chose du cinéma qu'on vient de dire pour la chanson? Oui, je crois. Alors c'est très compliqué parce que très vite, on vous dit oui, mais vous êtes passéiste. Limite, c'est douteux. Quoi. Oui, oui. Limite. Mais on assume. Mais on assume parce que, hélas, alors, peut-être on est juste des vieux cons Et on l'assume. Et on l'assume, ce qui est très possible. Ou alors, c'est nos goûts qui n'ont pas évolué suffisamment. Ça ne veut pas dire qu'il y a de très très bons films français. Ils sont rares aujourd'hui, mais il y en a, et quand il y en a, ils marchent. Mais c'est vrai que je trouve que tout ça, en règle générale, manque sérieusement de profondeur. Voilà. Oui, car vous avez appris avec Claude Berry le métier de productrice. Vous avez commencé à la télé, je crois, et ensuite fait au cinéma. Ça, c'était avant lui. Oui. C'était en 86. Je produisais les après-midi de TV6. Oh, j'ai eu une vie professionnelle très chargée, mais heureusement, tard, 39 ans, enfin, je me suis posée avec l'écriture, avec un premier roman l'un pour l'autre, Oui, qui est là le socle de ma vie professionnelle définitive. Oui, mais la production, c'est très important parce Ouais. que c'est un métier où vous avez appris plein de choses qui vous ont servi ensuite dans l'écriture. Oui, bien sûr. D'abord, évidemment, dans l'écriture, j'ai eu la chance de pouvoir aider Claude à des moments où lui, il allait un petit peu moins bien. Il avait eu des problèmes de santé dans l'adaptation d'Anna Gavalda. Ensemble, c'est tout, par l'autre reste. Bon, alors après, franchement, je vous dis, l'écriture scénaristique, c'est pas du tout quelque chose qui me fait rêver. Je l'ai fait avec Claude et c'était très bien. Mais j'aime vraiment l'exercice du roman, entre guillemets, ou du roman vrai, peu importe. On appelle ça comme on veut. Mais il y a très peu de dialogue, par exemple, dans mes romans. J'aime beaucoup écrire, j'aime la littérature, en fait. Et puis, bon, c'est un art aussi. C'est comme la chanson, les scénarios. Je ne crois pas c'est très, très rare qu'un écrivain arrive à écrire des chansons. C'est souvent tragique. Et c'est encore plus tragique quand un écrivain fait un film, la plupart du temps. Oui. C'est très rarement réussi, quoi. Mais il y a des secrets que vous avez appris. Et finalement, votre apprentissage du théâtre et de la chanson et du cinéma vous ont aidé à la littérature. Mais évidemment, et puis surtout, mais particulièrement le théâtre et particulièrement la chanson, c'est-à-dire juste la note, c'est-à-dire la note juste, ce qui est pour moi très important, la musicalité. Moi, il n'y a pas une journée où quand j'ai fini d'écrire, je ne relis pas mes textes à voix haute pour savoir comment ça sonne, si c'est juste, si on est à la note près, voilà. Et pour pas pour qu'il y ait un rythme, en fait, le rythme, l'économie des mots, ça c'est quelque chose de très important. S'il fait souvent des romans courts, on me dit vous écrivez des romans courts, c'est vrai, mais moi j'aime écrire à l'os, en fait. J'aime pas quand ça s'étale. J'aime être très ramassée dans mon écriture et dégager un maximum de sensations fortes, en fait. Et des sensations fortes, vous en avez eu aussi en rencontrant des gens, et en particulier une femme avec une chanson qui vous touche. Point de suture, Mylène Farmer, Nathalie Reims. Ça, c'est encore plus que ce que vous dites, d'ailleurs. Bon, ça, c'est vrai. Évidemment, quelqu'un qui me touche au-delà de tout. C'est une relation indicible parce qu'on ne parle pas de Mylène. Sinon, on n'est pas... Je ne serais pas à Mylène ce que je suis, et réciproquement si je parlais d'elle. Mais ce qui est extraordinaire sur cette chanson que vous venez de passer, Point de suture, c'est que
En fait, apparaît au fond de l'écran de Point de Suture, à un moment donné, elle est sur un stade, elle est en stade, enfin, elle fait la tournée des salles, un grand écran qui descend, avec un couple en noir et blanc qui danse derrière, et le garçon que je découvre sur cet écran, quelques années après, va me donner son rein, puisque j'ai perdu l'usage de mes reins, il y a 6 ans maintenant. Et sans lui, je ne serais plus là. Donc, Mylène est liée, évidemment, à ma vie. Et cette chanson, Point de Suture, je vous l'apprends ou vous le saviez? Vous le saviez ou pas? Non. Voilà. Et ce point de suture, vous voyez un peu le point de suture, c'est-à-dire vous imaginez le point qui coud. Et j'ai écrit Les reins et les cœurs, qui raconte toute cette histoire. Ma rencontre avec Flavien, qui danse donc entièrement nu d'ailleurs sur cette chanson. Et c'est lui qui va me sauver la vie. Et l'écriture, ça a commencé avant un roman, je crois, par un livre sur Charles Denner, qui était un grand comédien. Oui, mais c'est mon tout premier livre, qui s'appelle L'un pour l'autre, où je suis partie sur les recherches de Charles Denner, qui était un immense acteur que je n'avais pas connu. Et je faisais le pari que dans l'écriture, grâce à l'écriture, on pouvait non seulement vivre une histoire d'amour, mais même avec quelqu'un qui avait disparu, parce que les disparus sont très très présents dans mon écriture, dans toute mon œuvre. Mais là, je partais sur ses traces, un acteur qui était emblématique, mais sur lequel il n'y avait pas grand-chose, qui avait tourné avec Lelouch, avec Claude Berry, et Truffaut, surtout L'homme qui aimait les femmes, enfin, et qui croisait le destin de mon frère, Louis, qui était mort quelques années avant. Et en fait, je pense que c'est la mort de Louis, c'est un certain nombre de choses qui ont fait que j'ai écrit ce texte, qui a été tout petit texte, très fragile, qui sort en 99, dans une rentrée littéraire très embouteillée. Pierre Assouline, que je ne connais pas, qui était à l'époque le patron de Lire, prend ce texte parce qu'il était le plus petit, il avait 1 heure de train. Il m'invite sur France Inter, c'était ma première émission, pendant 1 heure. Bernard Pivot écoute l'émission, je le fais apostrophe, et en fait, ma carrière démarre comme ça. Vous n'imaginiez pas devenir romancière, Nathalie Reims? J'imagine jamais rien, moi. Ouais. Mais même, vous me diriez, qu'est-ce que vous imaginez pour vous demain? Je ne sais pas, j'imagine jamais. Je vis au jour le jour et je ne sais pas. Mais les romans, ça a été un déclic, finalement. Ah oui, et puis c'est devenu une nécessité, un besoin, et puis j'ai eu la chance de vraiment créer une belle communauté de lecteurs, et puis de cheminer d'année en année, quoi. C'est-à-dire que on va parler dans quelques instants de votre 23e livre. À chaque fois, vous trouvez un sujet qui surprend, qui étonne. Mais il faut surprendre, il faut étonner, parce que, bon, on est beaucoup, on est très nombreux à écrire. Oui. Enfin, j'ai l'impression que la France écrit, toute la France écrit, ce qui est bien, hein, je veux dire, c'est un exercice très agréable et très thérapeutique, mais je pense qu'il faut surprendre, parce que moi, j'aime être surpris déjà par moi-même. Sinon, je m'ennuie vite avec moi. Donc, il faut que je me surprenne, et forcément, à ce moment-là, j'aime surprendre le lecteur. Et ne pas être là où on pourrait m'attendre. C'est-à-dire? Pas dans les clous. Oui, vous n'avez jamais été dans les clous, de toute façon. Non. Mais là, vous avez fait 22 livres, donc on va parler du 23e. À chaque fois, vous avez surpris avec des choses souvent très personnelles, Nathalie. Oui, parce que c'est ce que je préfère. Au fond, même si on croit, par exemple, que le cercle de Megiddo ou L'ombre des autres, qui ont été vraiment, grâce à mes lecteurs, de gros succès, et des choses moins intimes, d'abord j'y suis toujours, mais c'est l'écriture personnelle qui m'intéresse le plus, à partir du moment où cette écriture personnelle peut servir de miroir au lecteur et devenir universelle. Une histoire d'amour, vous me racontez, votre histoire d'amour, Jacques, dans votre histoire d'amour, que je ne connais pas, je vais forcément y retrouver des morceaux de la mienne. Je veux dire, c'est ça l'idée. C'est de se projeter à travers tous les autres. Et en même temps, c'est une thérapie, c'est une façon de vivre plutôt que de survivre. Oui, mais une thérapie, j'aime pas trop ce mot, parce que une thérapie, en fait, ça veut dire qu'on est malade, et l'écriture n'est pas faite. Contrairement à ce que disent beaucoup de gens, l'écriture n'est pas là pour réparer. L'écriture est un métier. Si on a besoin, on va en thérapie, on va voir un psy. Mais je crois que ça permet juste de donner un supplément de vie, une espèce de libido. Je dis bien de libido, comme on pourrait parler du sexe, en fait. Pour moi, l'écriture, c'est une libido, et c'est de transmettre cette espèce de désir et d'envie de surprendre mes lecteurs et d'être avec eux. Et encore une fois, le théâtre, la chanson ou la production vous ont appris la rigueur de l'écriture. La rigueur de l'écriture et la rigueur de la vie aussi, le respect des autres, et le fait
jamais... Vous savez, on dit, c'est vrai que je suis hors des clous dans mon parcours et en même temps tellement respectueux des autres. Et je fais tellement attention aux autres et à tous, quels qu'ils soient. Ça, c'est tellement important pour moi, l'être humain. Chaque personne est unique. Et en fait, quand j'écris, je ne pense jamais à des choses multiples. Je pense à une personne. Et tout ça avec discrétion, bien sûr. Bah, la discrétion, c'est quand même le moins de l'élégance dans ce monde qui étale absolument tout avec une indécence qui parfois me navre, c'est vrai. Oui, et vous, c'est la pudeur, et on va en parler avec ce livre qui est sorti le 11 janvier 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Nathalie Reims. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nathalie Reims. Donc, 11 janvier 2023, sortie de ce livre aux éditions Léo Cher, Au long des jours. Un roman, mais pas un roman, parce qu'en couverture, on vous voit avec Marcel Mouloudji, dont on a fêté d'ailleurs, on a célébré le centenaire, voici quelques mois dans les clés d'une vie, avec une audience record sur YouTube. Ben, c'est merveilleux. Et vous avez vécu à 18 ans une histoire d'amour dont je n'ai jamais entendu parler, je suis pas le seul. Mais personne. Avec Mouloudji, que vous racontez. Et oui, parce que, en fait, si vous voulez, tout ça est parti de cette histoire absolument merveilleuse qui a été en fait mon premier grand amour. On va pas tout dévoiler puisque je raconte dans le livre comment on s'est rencontrés et qu'est-ce qui s'est passé. Et cette histoire était à la fois extraordinaire, merveilleuse. Il avait 55 ans. Il a pris, c'est même pas des pinces et des gants. Enfin, avant notre premier baiser, il était... Voilà, c'était tellement... Alors là, on est très très loin de l'abus, hein, je vous dis tout de suite. Oui. Ça a été une rencontre extraordinaire. Et puis, pendant le confinement, je rangeais des photos. Je classais des dossiers, je rangeais des lettres. Puis je suis tombée sur un Polaroid qu'avait fait Bettina, ma sœur, Bettina Reims, qui est photographe. Et un jour, on était en manque de piole, hein, parce que c'était pas évident de se retrouver. Il n'y avait pas de portable, hein. Donc c'était très compliqué. Moi, je jouais au théâtre, la Monde Polaire. Lui, à cette époque-là, chantait à la Villa d'Est. Il avait une vie à Suresnes avec une dame. Je pense qu'il avait d'autres dames. Enfin bon, ça c'est une autre histoire, mais c'était un séducteur. C'est pas grave. Moi, ce qui compte, c'est l'histoire que j'ai vécue avec lui. Donc voilà, la seule qui était au courant, c'est ma sœur Bettina, qui de temps en temps nous prêtait sa chambre d'amis, quoi. Et donc un jour, on arrive comme ça. Elle sortait de son studio et elle dit ah là, venez là tous les deux. Et puis elle fait ce Polaroid. Et puis je savais très bien que cette photo existait. Puis de toute façon, Mouloudji, j'arrive pas à appeler Mouloudji parce que dans le roman, il s'appelle l'oiseau. Je l'ai toujours appelé l'oiseau parce que d'abord je trouvais que Moulou c'était moche. Tout le monde l'appelait Moulou. Et puis pour moi c'était l'oiseau parce qu'un oiseau ça vole, ça s'envole, ça se pose de temps en temps, ça reste un peu, puis ça s'en va. Et là, je me suis dit, bon, ben, cette histoire, j'ai voulu l'écrire telle que je l'avais vécue, c'est-à-dire pas vue de la femme de 60 ans que je suis aujourd'hui, pas du tout, mais de la vue de la jeune femme de 18 ans que j'étais à l'époque, et retrouver cette sensation qui a été tellement forte que même s'il a jamais quitté mon cœur, en fait, je me suis aperçue que j'étais retombée amoureuse de lui en écrivant. Tellement les choses sont remontées à la surface, tellement cette histoire qui a duré 1 an, qui est vraiment une histoire magique, était extraordinaire à raconter et à quel point j'ai aimé, admirer cet homme qui était un homme à part. Et puis l'histoire est très, 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 très belle. On parlera peut-être de ses enfants tout à l'heure, quand vous voulez. Mais après, évidemment, quand j'ai eu terminé, que je l'ai donné à Léo Cher, je me suis dit, est-ce que t'es folle? Oui, mais c'est pas très grave, au fond, d'être folle, parce que c'est ce qui donne son charme aussi à l'écriture et à ce que je fais. Je savais qu'il avait évidemment 2 enfants, 2 femmes différentes, mais ça, on va en parler. Mais je savais que sa dernière compagne était morte. Je voulais pas non plus blesser. J'aime pas blesser, en fait, si vous voulez. Il y a des écrivains, ils s'en fichent. Moi, j'aime pas ça. Mais je savais que ça ne... Je m'inquiétais pour les enfants, mais je savais en même temps que ce que je disais sur lui, et ce que je racontais, ce que j'écrivais était tellement merveilleux, c'était tellement en sa faveur d'une certaine façon que je me sentais en droit de le faire. Oui, d'autant plus que vous racontez aussi sa carrière en filigrane dans le livre. C'est entre nos rencontres, nos moments intimes,
Et sa carrière, et Au long des jours, est une de ses chansons. Exactement. Et l'une de ses premières chansons que vous avez entendues, pour moi, est une des plus belles chansons du monde. Vous l'avez entendue à la Villa d'Est, c'est Un jour tu verras. Un jour tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. C'est un petit peu votre histoire, Nathalie Reims? Non. Finalement, non. avant la lettre. Mon histoire, c'est au long des jours. C'est pour ça que parce qu'il dit au long des jours, je fais l'âme et l'amour, la haine et la tendresse, et je cours les princesses jusqu'à ce qu'amour cesse. Et en fait, je me suis plutôt considérée comme une princesse, non pas une princesse dans la vie, mais une de ces princesses. Et puis un jour, l'amour cesse. Enfin, je me suis considérée comme une conquête parmi ces conquêtes. Peut-être une conquête un peu particulière, parce que je ne vais pas raconter la fin du livre, surtout pas. Mais en fait, on s'aperçoit que les années passées l'un sans l'autre, on ne s'est pas oublié, ni lui ni moi, et qu'il y a eu une dernière rencontre, qui est la fin du livre. Et il a marqué ma vie. Il a marqué ma vie, et quelque part, peut-être que parmi les princesses, j'ai un peu marqué la sienne, sans doute. Oui, alors il faut savoir aussi, parce qu'on l'a un peu oublié, que Mouloudji a eu une carrière exceptionnelle. Il a été un enfant prodige au cinéma. Il a été un enfant martyr, surtout, déjà. À 8 ans, avec une mère folle, bipolaire, en asile psychiatrique, un père très violent. Il avait un frère qu'il a perdu, qui a été un grand drame pour lui. Ils ont été jetés à la rue, ils avaient 8 ans. C'est une vie extraordinaire. Il a été recueilli par enfant déjà, par Prévert. Il a été évidemment aidé par Jean-Louis Barrault, lui et son frère. Il a été accueilli dans un milieu extraordinaire. Il a été soutenu dès l'enfance, en fait. Et c'est toute une vie, c'est toute une carrière, c'est tout un pari. Il va rencontrer Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Qui vont l'aider à écrire un roman. Voilà, Simone de Beauvoir va être son éditrice chez Gallimard. Son premier livre, il le dédie au Castor, en fait, c'est elle. Et il va être vraiment l'ami de tous ces gens-là. Il va être adoré, en fait, et c'est entre notre histoire d'amour et ce merveilleux parcours de vie qui est le sien. Et je trouve que il est pas du tout oublié, vous voyez, mais je trouve ça dommage qu'on redécouvre l'amour sur une pub Intermarché. Moi, j'ai rien contre Intermarché, je crois que c'est Intermarché. Oui. La pub est magnifique, mais je trouve que voilà, il mérite qu'on réécoute plus ses chansons aujourd'hui. Et il y avait ces chansons et celles des autres. Il y en a une dont l'enregistrement par Mouloudji vous touche particulièrement, Nathalie Reims. Et quand reviendras-tu? Alors, cette chanson, il a changé un mot, je crois, en plus, la chanson de Barbara. Alors, je pense qu'il a changé un morceau de Barbara, mais le mot le plus important qu'il a changé, c'est le déserteur. Oui. Parce que dans la version de Vian, en fait, il a inversé, et il a dit à la fin, et qui pourront tirer, c'est-à-dire sur lui. Et donc, il a révolutionné le déserteur. C'était la première fois et avec l'accord de Vian. Donc, bien sûr. Ça, c'était très important. Car Vian écrit Le déserteur au moment de la guerre d'Indochine. Oui. Il propose cette chanson à tous les artistes. Oui. Le seul qui accepte, c'est Mouloudji. Oui. Il l'interprète le soir, en plus, au démarre, en pleine guerre d'Indochine. Oui. Elle est censurée à la radio. Et ça n'empêche pas de continuer à la chanter aux Trois Baudets, d'ailleurs. Aux Trois Baudets, et puis surtout de changer la fin. Voilà. Eh bien, écoutez, on va en écouter un extrait avant de parler des enfants. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Cette chanson est un classique et on a oublié que c'est Mouloudji qui a été le créateur parfois. Absolument, puisque personne ne voulait la chanter. Personne n'avait le courage de chanter cette chanson. Et le courage, il en avait. Alors, dans ce livre, vous évoquez sa vie et vous évoquez une petite fille qui passe à un moment, qui est sa fille, Annabelle, et vous les avez rencontrés. Et en fait, à la fin du livre, c'est posé vraiment une question pour moi. Je savais, parce que j'avais lu la merveilleuse biographie de Gilles Schlesser, et puis Annabelle, que j'appelle Nana, mais je crois que tout le monde l'appelle Nana. Je l'avais croisée un jour dans ce qu'il était
censé être son bureau, en fait, qui était un peu une garçonnière aussi, je pense. Nana le sait de toute façon, donc... Et puis, je l'avais croisée, écoutez, c'est pas compliqué, on a 10 ans d'écart, en fait. Donc, j'avais 18 ans, elle avait 10 ans de moins. Oui. Et il m'a dit, il faut que tu t'en ailles maintenant. On se quittait et j'ai pris mes affaires. Il devait savoir que Nana devait arriver sûrement de l'école. Et j'ai souvenir d'une ravissante petite fille blonde avec un cartable. Et là, quand on s'est revus, je lui ai dit, c'est ta fille? Il m'a dit, oui, c'est ma fille, elle est belle. C'est vrai qu'elle était belle, mais elle est toujours aussi belle. Et c'est vrai qu'à la fin du livre, je me suis dit, mais comment rentrer en contact avec les enfants? En même temps, j'avais tellement peur de les blesser, de les troubler. Enfin, je venais quand même là raconter une histoire qu'ils ne connaissaient pas, même s'ils connaissaient très bien leur père, qu'ils ne l'ont pas assez vu et qu'il a été, comme souvent sont les grands artistes, un père très absent malheureusement. Et puis, justement, il y a quelqu'un que j'aime énormément, qui travaille avec Mylène Farmer, qui s'appelle Paul Vamparis, qui est le petit-fils de Georges Vamparis. Et Paul travaille avec Mylène depuis des années, et je savais que Paul était ami d'Annabelle. Et donc, j'ai dit à Paul, est-ce que tu peux lire le livre d'abord et me dire ce que tu en penses, et si tu trouves ça bien, est-ce que tu crois que je peux le donner à lire à Annabelle? Donc, Paul Vamparis l'a lu, il m'a appelé en me disant à quel point il avait été vraiment bouleversé par la lecture du livre. Il l'a envoyé à Annabelle, qui m'a envoyé un mail, mais je vous jure, je pleurais quand j'ai lu le mail, mais comme une madeleine. Tellement il était beau, son mail, et puis ça m'émeut encore aujourd'hui d'en parler. Elle m'a demandé si elle pouvait envoyer le livre à Grégory, ce que j'ai fait. Son frère, oui. Son demi-frère. Hein. Grégory, pareil, m'a écrit une lettre splendide. Bon, Grégory est plus loin, je le vois pas parce qu'il vit la plupart du temps aux États-Unis. Mais Annabelle et moi, voilà, on est devenus très proches. Et c'est quelqu'un... Voilà, je sais pas, c'est une continuité, je suis heureuse de la connaître. Elle défend la mémoire de son père. D'ailleurs, avec Grégory, ils ont fait un magnifique coffret qui est sorti il y a quelques mois. Absolument. Et dans ce coffret, il y a une chanson qui, je crois, vous touche particulièrement, Nathalie Reims. Faut vivre, malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire. Faut vivre. Cette chanson vous touche? C'est votre préféré? Parce qu'il y a quelque chose de différent? Oui, c'est lui surtout. Voilà, il a une voix très particulière qu'on reconnaît Centre Mille. Oui. Et puis c'était surtout son côté sombre que moi j'ai pu connaître et approcher. C'est-à-dire que c'était à la fois un soleil et c'était la lune aussi. C'était la nuit parfois. Je pense qu'il traînait de son enfance quelque chose de tellement douloureux. Et c'était un être très, très douloureux, en fait. Il était capable d'éclat de rire, il était capable de gaieté. Et puis, soudain, la nuit tombait, comme ça, tout d'un coup. Et c'était quelque chose de si mélancolique en lui, de si grave, je sais pas, cette chanson, pour lui, pour moi, en fait, c'est sans doute celle qui le représente le plus. Oui. Et cette voix, et cette émotion, et cette façon d'interpréter les choses... me touche particulièrement. Moi, je me souviens d'un homme timide, une soirée caritative au Lido. On était ensemble tous les deux. Il se présente d'abord alors qu'on savait qui c'était. Et puis, c'était un homme d'une peur panique au moment de rentrer en scène pour chanter. Panique. Il était paniqué par le trac. Après, ça passait. Mais il était paniqué par les gens. Il était paniqué par les autres. Il était extrêmement timide. Il était très sauvage. Et surtout... je pense qu'il avait en commun avec... Vous voyez, tous les chanteurs dont on a parlé, Brassens et bien d'autres, sa valeur suprême, c'était la liberté. C'est-à-dire, vous savez, on dit très vite le mot anarchiste, c'est devenu vraiment une sorte de mot valise. C'est vraiment un anarchiste dans ce qu'il y a de plus pur, dans ce qu'il y a de plus juste, c'est-à-dire juste quelqu'un qui veut qu'on lui foute la paix, qui veut pas qu'on l'emmerde, disait-il, et qui a préféré renoncer à des choses qui auraient pu... peut-être lui donner plus de lumière, plus d'ampleur dans sa carrière, juste parce qu'il voulait être libre. C'est pour ça que je l'appelle l'oiseau, parce que avant tout, c'est un homme qui voulait être libre.
En tout cas, j'espère que ce livre prendra son envol parce qu'il le mérite au long des jours. Et vous racontez merveilleusement un artiste qui nous manque et qui mériterait qu'on l'écoute un peu plus. C'est vrai, c'est ce dont je rêve en ayant écrit ce livre, bien sûr. Peut-être continuer à le défendre ainsi. C'est aux éditions Léo Cher. Merci Nathalie Reims, merci d'avoir si bien parlé de lui et merci d'être ce que vous êtes et de ne changer surtout rien. C'est gentil, merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.